Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain et éditeur Toufiq Hadna, qui signe un roman très intéressant intitulé Les amants disparus du pont de Beaumarchais sous le pseudonyme de Belson. Toufiq, marhaba bik, bienvenue au café littéraire de l'impondérable. Merci pour cette invitation, merci Youssef. Je tiens à remercier les gens qui ont tout fait pour m'inviter, vous êtes assez nombreux. Et puis c'est la première fois que je présente un livre. D'habitude je suis de l'autre côté de la frontière, de la barrière. Je suis éditeur, donc je présente plutôt mes écrivains, mais là je suis dans le rôle de l'écrivain. Et puis voilà, donc je tiens à te remercier Youssef du fond du cœur. Et puis voilà, j'espère que vous allez passer une belle soirée. Certainement, on va dialoguer, toi et moi, pendant quelques minutes avant de donner la parole à la salle. Donc, dans ce roman, il y a beaucoup de pérégrinations, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup d'errance. Alors, les lieux sont différents, on est à Glasgow, on est à Sétif, et puis il y a souvent des références historiques véritables. Comme donc ces histoires de combattants du FLN, par exemple, à Lyon. Et d'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi il y a beaucoup de sédifiens à Lyon. Est-ce que tu as une réponse? Pas du tout, je pense que c'est lié à une vague, vous savez, quand les gens partent, ils partent tous ensemble. C'est des villages entiers qui se donnent la parole et puis qui disent voilà, on va s'installer dans un lieu. Et puis une fois qu'une personne est installée, donc il ramène pratiquement toute la smala. L'émirable Kader a été envoyé pratiquement, il est venu ici en France avec toute sa smala, n'est-ce pas? Donc je ne peux pas expliquer, hein, mais Lyon c'est aussi un lieu où il y a quand même un besoin en main d'œuvre, je pense, hein, je ne sais pas, peut-être que je dis des bêtises, mais voilà. Donc, et tous les citoyens donc, qui se rencontrent là-bas, moi quand je pars à Lyon, je ne me sens pas dépaysé du tout, hein, je me sens dans un quartier, l'un des quartiers de Sétif, ma ville natale. Justement, ce livre est à bien des égards un hommage à la ville de Sétif, hein. Une ville que j'ai personnellement toujours adorée par rapport aux habitants de la ville et surtout par rapport à cette coexistence de gens qui viennent parfois d'ailleurs, hein, mais qui vivent toujours en harmonie. Et c'est une ville, ça fait longtemps que je ne l'ai pas visitée, qui pendant des années a donné l'existence à des bourses diverses. Je veux dire, même les citoyens de basses conditions peuvent vivre à Sétif. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Sétif, c'est une ville, je le dis parce que je le sais, c'est une ville qui ne dort jamais. Donc, pourquoi? Parce que c'est une ville de commerçants. Ce sont des commerçants qui se réveillent tôt, qui partent des fois à 1h du matin, et ici on a pratiquement toute l'Algérie, hein. Moi je me rappelle, j'étais étudiant, j'avais besoin d'argent, donc je partais avec on les appelle khadara, les grossistes de légumes, de fruits et des légumes, pour gagner un peu d'argent et en même temps pour aller visiter la ville, c'est ce qu'on appelle, on appelait la deuxième Paris, Oran. Donc rien que pour aller goûter aux soirées du rail et puis des meddahat et tout ça. Donc vous voyez, Sétif c'est une ville de commerçants. Et puis jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein, d'ailleurs, les gens qui veulent un peu de culture ou donc ils ont du mal à s'installer dans cette ville. Et pourtant c'est le fief pratiquement du grand écrivain Katib Yassine. Était à Sétif, il a fait ses études à Sétif. D'ailleurs, il a été marqué par les événements du mai 45 de Sétif. Il a été emprisonné. D'ailleurs, en sortant de prison, il a retrouvé sa mère. Elle était folle, elle est devenue folle. Voilà. Et apparemment, le livre, le grand livre qu'il a écrit, Nejma,
y en a qui disent qu'il parlait de sa mère. Certainement, il parlait aussi de l'Algérie et je me suis bien amusé à retrouver un peu de Nedjma dans ton roman, hein, avec cette absence de chronologie, avec cette poésie, avec ces formes de révolte aussi. Nedjma est un roman extraordinaire. Kateb Yassine lui-même est un monstre de la littérature universelle que nul pouvoir n'a récupéré, ni en France, ni en Algérie. C'est un homme libre qui est resté libre toujours depuis qu'il a commencé à écrire dans Alger républicain. Donc après cette mésaventure, Kateb Yassine a fait de la prison après les tragiques événements de mai 45, bien sûr. Et effectivement, sa mère avait perdu la raison, mais il a continué et il a eu beaucoup de courage à soutenir les luttes pour la liberté, pour la dignité, les luttes des plus simples, des plus pauvres. Alors, je reviens au roman. Question, pourquoi l'Écosse, pourquoi Glasgow? Juste pour revenir un peu en arrière, parce que ce roman, il a connu plusieurs périples. Hein, ce roman, enfin, c'est un patchwork de style. Vous n'allez pas vous pouvez pas le classer parmi par exemple, des romans. Il y a du récit dedans, il y a de l'histoire, il y a un peu du mythe. Hein. Si Mohamed avec le clan des Ambres de l'Aube, vous avez aussi de l'autobiographie. C'est pratiquement... Dans ce roman, il y a moi. Parce que j'ai vécu à Glasgow, je connais un petit peu les endroits de Glasgow. D'ailleurs, j'en parle, hein. C'est un guide touristique aussi. Donc on peut visiter Glasgow à partir de ce roman. Hein. Je parle des Malari, c'est un petit patelin que j'adorais visiter, Loch Ness, Glasgow où je me perds, et il y a du moi dans ce livre. Hein. C'est très bien. Alors donc, je disais Sétif, il ne faut pas que j'oublie aussi les Babors. Oui. Ah oui, il faut que tu nous dises un mot sur les Babors. Ben, les Babors, les mots Babors sont des mots qui sont merveilleux. D'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont gardé de leur splendeur, de cette faune et de cette flore. J'ai voulu rendre hommage, c'est parce que je faisais des fois on faisait des randonnées avec des amis, hein, même pendant les années 90 où on est gorgé, on s'est aventuré dans ces monts. Il faut rappeler que ces monts ont servi aussi de refuge pour toutes les rébellions qui se sont déroulées tout le long de l'histoire de l'Algérie. Hein. Je vous rappelle, une des rébellions, c'est Jugurtha, la guerre de Jugurtha. D'ailleurs, elle s'est produite près de Sétif. Et on en parle peu. D'ailleurs, dans mon deuxième roman, je vais parler de cette période nubidienne qui est un peu oubliée de l'histoire. D'ailleurs, donc Babor en fait partie. Le 8 mai 45, c'était un refuge pour les gens qui évitaient un petit peu les massacres du 8 mai 45. Il faut rappeler qu'il s'est produit des choses atroces pendant le 8 mai 45. Il faut... vous savez, je suis de Sétif, de cette ville où a débuté les événements du 8 mai 45. Je suis un enfant de l'indépendance. Je n'ai pas vécu la guerre d'Algérie, je n'ai pas vécu le 8 mai 45 non plus. Mais l'oralité a fait que l'on soit très influencé par cette période du 8 mai 45. Vous ne pouvez pas critiquer cet événement aux Sétifiens, les gens de Kharata et les gens de Ghana. Ils sont très très touchés. Des jeunes, moi personnellement, je suis très touché par ces événements. Et au fur et à mesure que je lis des livres autour de ces événements, ma colère, on a une flamme qui est vivante. Et c'est des générations entières. D'ailleurs, juste en comparaison avec les événements qui se passent aujourd'hui, je me dis, mais comment vont faire ces gens par rapport aux générations qui vont venir? Moi, je suis une génération, je vous ai dit, qui n'a pas vécu, mais je suis très très épris de cette histoire, quoi.
Donc le 1045 est un élément majeur, et c'est pour ça que je l'ai installé un petit peu dans mon livre en tant que récit. D'ailleurs, dans ce livre, vous allez retrouver plein de choses. Vous avez du mythe, vous avez un peu de l'humour, vous avez un peu des choses rocambolesques qui se produisent, et puis vous avez des choses qui sont réelles. Et j'ai voulu retracer ces récits historiques. Pourquoi? Parce qu'on les a toujours marginalisés. On a ce qu'on appelle l'histoire. Et on a la grande histoire. Et cette grande histoire, elle est tout le temps écrite par les vainqueurs. Jamais par les vaincus. Et les vaincus, ils ont toujours, vous savez, soit qu'ils sont morts, soit qu'ils transmettent oralement cette histoire. Donc moi, l'idée, c'était de reprendre cette petite histoire avec le petit H, et puis essayer de remettre en question ce qu'on appelle cette histoire qui ressemble à une échelle, c'est ce que je dis moi, à une échelle qui lui manque un bout. Donc elle est bancale, une histoire bancale. Et qu'on essaie un peu de la faire, de la transmettre à des générations, que ce soit d'un côté ou de l'autre côté. Hein. Donc je ne sais pas si vous m'avez compris, mais bon, je ne vais pas... Non, c'est bien que tu en parles du mai 45. C'est probablement l'événement majeur qui va faire déclencher novembre 54. En tout cas, c'est ce que disent les anciens, hein, les plus avertis d'entre eux. Avant de donner la parole à la salle, j'aimerais aussi signaler que tu nous donnes à découvrir la culture sétifienne aussi, hein, que ce soit la chanson ou que ce soit la cuisine. Alors, le berboucha, c'est quoi? Le berboucha, j'adore ce plat. Ce que vous avez lu, tu l'as lu, Youssef. D'ailleurs, je donne vraiment envie d'aller manger le couscous. Hein. La salive qui déborde. Et puis, là, il faut le lire, ce passage. Hein. Et c'est moi, hein, quand je vois... vous savez, ça fait un mois que je n'ai pas mangé de couscous. Une année que je n'ai pas mangé de couscous. Une fois... il y avait ma belle-sœur qui est arrivée, elle m'a fait du couscous, donc, et moi j'étais en train de lire ce livre. Et je salivais, mais vraiment, juste rien qu'à l'odeur de ce plat, qui est le couscous. Le couscous est appelé différemment hein, d'une région à une autre. Hein. Rien que à Sétif on l'appelle berboucha, à 60 km à Borj-Boubaredic on l'appelle keskes. Alors à 100 km, Constantine, il l'appelle Nema. Et puis l'Algérois, et puis donc on l'appelle Taram. Vous voyez? Et cette nomination et cette différence d'appellation du couscous, elle est aussi, elle matérialise comment on appelle ça? L'identité. Parce que ce livre, il parle des identités, il ne parle pas d'une identité. Donc l'identité, si vous voulez, culinaire de chaque région. Donc chacun fait son couscous à sa manière. À Sétif, on le fait différemment de ceux d'Alger. Et de ceux de Bougie, hein. Moi j'en ai mangé, hein, celui de Bédière. Donc voilà. Et je voulais à ce que cette tradition culinaire aussi, enfin, vous savez, ce livre, ça a été des nuits blanches. Parfois, je me lève à 1h du matin. Comme ça, pas une insomnie, hein, je me réveille juste, et puis l'idée arrive, et je me mets, je dis, merde, je ne vais pas rater cette idée, je vais la mettre dans ce livre, et ainsi de suite. Donc ce sont des flashs qui me sont venus, ce sont mes emmerdes, ce sont mes amours. Donc, il y a de mes fantasmes, il y a tout ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que je présente ce livre sous forme d'un patchwork. Mais vraiment, c'est pour ça que je vous ai dit c'est un patchwork. Ça a été mais vraiment des éléments différents qui sont venus au fur et à mesure, qui se sont collés au livre. Et je sais pas, Youssef, peut-être tu l'as lu, tu es écrivain, tu sais qu'est-ce que c'est. Tu as ce qu'on appelle... on est habité par le personnage. On a des voix qui viennent le dire, merde, ils disent, tu dis qu'il ne faut pas faire ça. Non mais non, il ne faut pas écrire ça, il faut écrire ça. Donc c'est ce qu'on appelle en sétifien, mskoun, c'est-à-dire quelqu'un qui est habité. Moi j'étais habité par des voix, j'étais habité par des ombres du passé, de ma famille. J'étais habité par ce roman, j'étais habité aussi, enfin, par mes, si vous voulez, mes souvenirs d'enfance, le pont de Bourmachi, c'est pour ça que donc ça n'a
Les amants disparus du pont de Beaumarchais, ce pont, il a une histoire. Il faut que je te raconte comment il est venu ce livre. Ce livre, il n'est pas, c'était pas l'histoire que je voulais faire. Au départ, je partais sur une histoire d'amour qui a mal fini. Réel. C'était moi, et puis cette fille, elle habitait juste au bout du pont. Et moi, à chaque fois que je traverse ce pont, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Et à un certain moment, j'avais l'idée de faire exploser ce pont. Je me suis dit, un de ces jours, je vais l'exploser ce pont. C'était ça la première idée. Donc, malheureusement, et je peux dire aussi heureusement, quand j'écrivais cette histoire, j'étais à Sétif, donc j'ai fait à peine, je crois, une trentaine de pages à 4, donc ça fait une soixantaine de pages quand même. Et puis, mon ordinateur a été touché par un virus, donc tout a sauté. Toute l'histoire est partie. Et me revoilà replongé dans une autre histoire, tu vois. Donc au départ, j'ai maudit ce gars qui m'a vraiment esquinté mon ordinateur. Et après, donc aujourd'hui, je vous assure, là, j'ai dit, ce gars, il m'a sauvé, donc il m'a orienté autrement. Voilà. C'est juste une petite... Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vraiment une histoire sétifienne. Hein. Voilà. Ça, c'est bien. Vous allez retrouver tous ces absolument, histoires absolument. Tout ça est il y a dans de l'humour. Hein. Alors, la parole maintenant est à nos amis pour des questions, des remarques, voilà, et tout faire va vous répondre. Voilà. Oui. Vas-y alors. Je voulais juste vous demander si vous avez fini par on n'a pas entendu. J'ai pas entendu. C'est Ibrahim, bien sûr Ibrahim, il faut jouer ton rôle. Je voulais juste vous demander si vous avez fini par faire sauter le pont ou pas. À la fin. Ah, c'est un poète, c'est un romancier aussi. Qu'est-ce que c'est pas répondre? Alors, le point il existe toujours. Non, le pont existe toujours. Hein. Mais à la fin, il a fini par sauter. Donc, mais bon, c'est l'avantage de la fiction, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est pour ça que je me suis permis. D'ailleurs, au niveau historique, j'ai fait très attention à reprendre des histoires, juste pour, entre parenthèses, parlant de l'histoire. Quand je disais tout à l'heure, on parlait de la petite histoire, dans ce quartier, Beaumarchais, qui est mon quartier, que j'adore, hein, et je ne peux pas m'en passer d'aller le visiter, c'est un pèlerinage. Là, à chaque fois que je rentre à Sétif, c'est Beaumarchais. Et il y a des histoires qui sont malheureuses, qui ont disparu complètement du récit historique sétifien. Je ne sais pas si vous connaissez les Cheikh El Haïfa, si vous connaissez les Eid al-Dhahbi, qui ont été vraiment des acteurs hein, de la révolution algérienne, personne n'entend parler. Ceux qui sont connus à Sétif, il y en a d'autres que même les Sétifiens ne connaissent pas. Comme par exemple celui de Hassan Boy. Hassan Boy qui a été crucifié, voilà, qui a été tué, crucifié, et puis donc il y a toute une histoire, je ne vous raconte pas parce que sinon je vais vous donner l'histoire du livre. Et cette histoire, elle m'a touché. Pourquoi? Parce que quand il est mort, il y a des femmes qui chantaient Sabi Hassan, le gosse Hassan. Et cette chanson, au lieu d'être reprise d'ailleurs du Sétifois, on a repris que Tayara Safar, l'avion jaune, Tayara Safar, ça c'est du patrimoine oral sétifien. Et la chanson de Hassan Boy, elle a disparu. Personne ne sait comment elle était chantée. Pourtant, ça ne date pas ça date d'une soixantaine d'années, c'est tout. Hein. Mais bon. Bonjour. Je voudrais savoir, parce que vous parlez avec passion de Sétif, je vous pose une question. Donc, vous en pensez quoi de Sétif d'hier et Sétif d'aujourd'hui? C'est une question difficile. Hein.
savez, entre le cœur et la raison, parfois on a du mal à trancher. Bah, vous savez, moi je suis du genre, j'ai rencontré, j'étais aussi président associatif, hein, j'ai occupé plusieurs postes comme tout Algérien, je suis un peu voilà, speed dans ma vie et je bouge énormément. Et j'ai rencontré dans ma vie plusieurs personnes qui sont, que ce soit des Français, qui étaient pieds noirs, pieds rouges, et puis des anciens de l'Algérie, et aussi des Algériens qui ont quitté l'Algérie. Et à chaque période, on a une histoire différente. C'est-à-dire que les gens sont restés passionnés, et puis ils sont restés sur la date. Voilà. C'est quand ils sont partis, ils ont toujours cette image de leur Algérie, de leur Kabylie, de Sétif. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis un globe-trotter. J'ai bougé énormément, j'ai visité beaucoup de villes, donc ça m'a permis aussi de m'imprégner un peu de la culture des autres. Et ça m'a permis de garder une image. Là, si je vous parle de Sétif d'hier, pour moi, ça fait pratiquement un mois ou 2 mois, hein, pendant les vacances. Donc, je m'imprègne toujours de la culture sétifienne. Et moi, quand je suis à Sétif, vous n'allez pas me reconnaître. Hein, je suis un sétifien, mais vraiment, voilà, je me mets dans l'habit du sétifien. Donc, je ne suis pas nostalgique d'une période ou d'une autre. C'est vrai qu'il y a un changement. Et pour les gens, comment un grand changement? Peut-être, oui, mais il faut aussi savoir qu'il y a une nouvelle génération qui a le... Vous savez, on peut pas, nous on ne dure pas longtemps, donc il faut laisser aussi l'espace à cette génération et lui laisser, mais vraiment assis. Moi je ne suis pas du genre à... Un beau marteau, tout ça, et ça clique? Non, beau marteau, non, c'est une histoire. Écoutez, je suis en train d'écrire là-dessus. Hein. Là, le prochain roman, il en parle. Hein, de Haïf Ouara et de... Beau marteau, c'est une exception. Hein. Pour moi, c'est un frustré déjà, c'est un malade mental. Hein. Et deuxièmement, donc il y a un deuxième hein, qui a fait aussi, qui a défiguré Haïf Ouara, on n'en a pas parlé, hein, il y a un deuxième. Ce sont des gens qui ont des problèmes de logement, qui ont des problèmes psychologiques, et se sont dérangés. Boumartou, ce n'est pas le cas. Moi, ce qui me dérangeait, c'est ceux qui étaient derrière Boumartou. Ce ne sont pas ceux qui l'ont poussé, mais ceux qui sont devenus après des défenseurs de Boumartou. Et ça, c'est dangereux. Ce qui se passe à Sétif, c'est pour ça que je me bats même. Avec des écrits, j'ai écrit même une chanson hein, sur Haïf Ouara. Et moi, ce qui me sidère, c'est de voir des gens qui justifient cet acte comme quoi c'est un acte qui est... voilà. Donc, il fallait démolir Haïf Ouara. Qu'est-ce qu'elle a fait Haïf Ouara pour être démolie? C'est la question qu'il faut se poser. Et là, vous allez avoir la réponse dans le deuxième roman. Vous allez voir. Allez. Je parle beaucoup, mais... Merci. Alors, ça fait plaisir de vous rencontrer parce qu'on a déjà eu affaire ensemble. Donc, quand à la sortie de notre premier ouvrage pour les postes internationales, ça fait plaisir donc de vous rencontrer physiquement. Alors, moi j'ai quelques questions. Alors, d'abord, je suis un amoureux de Sétif. Je connais un petit peu les spécificités de Sétif. On peut pas... Je ne sais pas si on peut trouver dans votre livre de 380 pages pourquoi cette... on ne peut pas parler de Sétif sans parler de la cité Tanja, mais aussi de la cité moderne d'Alas. Je ne sais pas si vous avez parlé de ruines romaines. Parce que j'ai connu Sétif avant le parc zoologique et après le parc zoologique qui a révolutionné un petit peu la ville. J'ai connu Sétif avant l'université et après l'université. Sétif est une passerelle entre la Kabylie et les Chaouis. Sétif, c'est une spécificité qui n'est ni kabyle ni chaoui. C'est des berbères
D'ailleurs, même dans leur arabe dialectal, ils ne parlent pas comme nous. Quand ils vous disent la pluie, dans les autres régions, ils vous disent shta. Et à Sétif, ils vous disent nous. Mais ils disent pas le mta. Et l'école, mais ils ne disent pas le msid. Ils disent skoula. Juste. Aussi, donc, l'hôtel Hirab, qui est l'un des hôtels les plus prestigieux avec Ain el-Fouara. Mais vous avez parlé de l'ancienne histoire et de la nouvelle. Je ne sais pas quelle est la place qui était réservée à Cheikh Haddad. Parce que nous, quand on ne peut pas penser à Sétif sans parler de Cheikh Haddad et Cheikh al-Muqrani. Et aussi, on ne peut pas penser à Stéphane Guilmas sans parler à Farhat Abbas. Sans parler de Farhat Abbas, les amis du manifeste. Farhat Abbas des années 40 était plus célèbre que Msali el-Hajj. Même en Kabylie, on chantait Farhat Abbas que Msali el-Hajj. Même en termes de chant, Selma Staifi, Bariza, ils ont quand même un style propre à eux. Donc, même d'ailleurs, les femmes, même les jeunes, ils mettent toujours une dent en or. C'est vrai ou pas? Voilà, donc Sétif est une ville un peu en dehors de Berboucha. Donc, voilà. C'est une ville que j'ai visitée plus d'une dizaine de fois. Ma grand-mère est de Sétif, donc c'est pour ça que j'ai aimé Sdouk, Bouhamzati, Bouhamouchi, Hamam Gargour, voilà. Et on ne peut pas parler aussi du commerce sans parler de Tajnet, il faut passer par la Tajnet, c'est le centre de tous les commerçants de notre région. Donc je ne sais pas quelle est la place qui était réservée à tout ce que je viens de citer. Je vous remercie pour l'œuvre. Il y a une chose, enfin en dehors des quartiers de Sétif, où je sais qu'on va me reprocher énormément de choses dans ce livre, surtout les Sétifiens, hein, parce que je sais que je vais être attendu au tournant, hein, pour la simple raison que j'ai centré mon récit autour d'un quartier, Beaumarchais, c'est-à-dire mon quartier. Je suis un peu chauvin, mais bon. Non, Beaumarchais, il est spécifique. Pourquoi? Parce qu'on a, juste par rapport au quartier, hein, à Beaumarchais, on a ce qu'on appelle Beaumarchais arabe et Beaumarchais français. Beaumarchais des Français, enfin, entre parenthèses, hein, et Beaumarchais des Arabes. Je ne sais pas pourquoi cette appellation a été donnée, pourtant c'est les mêmes lots qui ont été distribués, c'était la cité Livy. C'est Livy qui a vendu les terrains. D'ailleurs, on l'appelait la cité à bon marché, c'est-à-dire les lots qui étaient à bon marché, donc ils étaient destinés à des fonctionnaires. C'est des fonctionnaires de l'État français, hein, même des Algériens, parce que c'était juste après le plan de Constantine où ça a été complètement développé. Et moi j'ai utilisé cette séparation parce que c'est une séparation, parce que après l'indépendance, ce qui s'est produit, c'est que les gens qui habitaient, moi j'habitais à Beaumarchais Francis, Beaumarchais des Français, on avait ce prestige de dire nous on habite à Beaumarchais des Français, Beaumarchais Francis. Et puis les autres c'est Beaumarchais Arabe, donc c'est les Arabes. Donc il y avait, je t'assure, il y avait cette distinction après l'indépendance. C'est pour ça que j'ai posé moi ce problème de dualité. J'ai posé aussi le problème des comment on appelle ça, des pseudonymes. Donc d'ailleurs à la fin, je ne sais pas si tu l'as lu, Youssef, le jeu des pseudonymes, c'est-à-dire quand les pseudos, dans le livre j'ai pas voulu utiliser les noms, hein. J'ai utilisé Belle, Lisa, Jimmy, Jimmy c'est le Jimmy, hein, le personnage principal de ce livre, donc c'est le Jimmy, donc qui appelait Jimmy, et puis en anglais donc on l'appelle Jimmy, donc il jongle un petit peu entre les identités. Il y a un problème, hein, il y a une évocation des identités, des problèmes des identités. Et puis, dans ce Beaumarchais, j'ai sorti quand même un phénomène hein, qui s'appelle Francis. Francis, c'est le frère un peu jumeau de Jimmy. Et Francis, pourquoi il s'est appelé Francis? Parce qu'on lui a dit que le quartier de Beaumarchais Francis appartient à Francis. Et ce Francis, il est pratiquement le propriétaire de tout le quartier. Donc lui, il a un esprit un peu tordu, hein, Francis. Ça, c'est le gars, mais vraiment, c'est le plus tordu dans l'histoire de ce roman. Et Francis,
Donc il s'accapare de cette, appellation, donc il s'est nommé Francis, donc tout le quartier lui appartient. Et le discours, d'ailleurs, le récit, il parle de tout ça. Hein. Il y a tout de suite, Jimmy, c'est la personne qui est sage, un peu, qui est amnésique, qui est à la recherche de son identité, et Francis, c'est le frère complètement détraqué de tout ça. D'ailleurs, il y a une histoire de quand le père est mort, donc il y a toute une histoire autour de la mort. La mort, quelque chose de sérieux hein, chez nous. Hein. Et lui, il détourne cette mort en un spectacle, c'est un festival. Hein. Et il y a plein de choses qui sont dedans. Les autres quartiers, je ne les ai pas cités. Je vous assure que ça va m'en vouloir. Il y a une autre chose, et je sais, je l'ai fait exprès, c'est que dans l'histoire de la guerre d'Algérie, j'ai cité deux éléments majeurs, c'est-à-dire le FLN, donc toutes les branches du FLN, l'ALN, l'armée, l'organisation secrète, parce que le père de Jimmy, il fait partie, je me suis dit, allez, je ne vais pas le mettre comme un simple soldat, mais comme étant l'organisateur, l'architecte un petit peu de cette révolution. C'est pour ça que ça se déroule à Lyon, et puis ça se passe à Sétif aussi. Donc il est un peu dans les services secrets algériens. J'ai essayé un peu de donner un peu de la visibilité à ces gens qui ont travaillé dans l'ombre pendant la guerre d'Algérie. Et je sais que les citoyens vont m'en vouloir parce que je n'ai pas parlé de Farhat Abbas. Je l'ai effleuré. Je l'ai fait exprès. Parce que je voulais sortir. Pas du tout. Non, là, je suis dans la guerre d'Algérie. Hein, oui, Cheikh Haddad, c'est la guerre d'Algérie. Cheikh Haddad, c'est le dernier chef historique de Tariqa Rahmaniya qui a mené une guerre, et c'est à cause de cette guerre qu'une partie des Algériens sont en Calédonie. Voilà. Ça, c'est une grande partie de l'histoire de Sétif. L'histoire de Sétif, moi, ce que j'ai fait comme recherche, on a Ahmed Bey, qui n'est pas Ahmed Bey de Constantine. Je parle de ce que les Sétifiens ne connaissent pas. On a Ahmed Bey et Ben Yils. J'ai découvert par hasard sur les pages du Monde illustré de 1871, parce que je l'ai acheté parce qu'il y avait Victor Hugo qui citait l'Algérie et ça m'a intéressé. Je l'ai acheté et comme par hasard j'ai découvert ces deux personnalités que je ne connaissais pas, que les historiens ne parlent pas. C'est Ahmed Bey et Ben Yils, des Sétifiens, qui ont été emmenés, enchaînés dans les rues de Sétif et tout ça. D'ailleurs, je vais en parler sur le deuxième volet. Et là, je vous ai dit tout à l'heure, donc je parlais de cette guerre fratricide qui s'est déroulée entre le MNA et le FLN. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé à Lyon, c'est ça. C'est la guerre entre le MNA et le FLN. C'est pour ça que j'ai effleuré un petit peu Farhat Abbas. Ils vont m'en vouloir. Hein. Trop éparpillé. Non, c'est pas ça, c'est oui, que c'est pas un les récit. Les éléments fondamentaux de l'histoire de Sétif n'a pas été cité, c'est la réalité. Ouais. On a sauté du coq à l'âne, on a sauté de Oui, l'histoire des mais Berbères. Ali, c'est un roman, c'est un roman, Ali. C'est Oui, pas un bien livre sûr. d'histoire, hein, donc tout est subjectif Ah non, dans non, le non, roman. c'est un regard qui dit que je salue l'initiative. Tu as raison de citer Cheikh Haddad, Farhat Abbas aussi. Ce qu'il faut savoir, juste un petit mot sur la guerre de 1871, qui s'est terminée au début de l'année 1871. C'est que c'est une vraie guerre, hein. C'est des troupes contre des troupes, hein. C'est pas une guérilla comme ça a été. C'est probablement la seule vraie guerre que les Algériens ont eue avec les Français. Elle a été menée dans le centre du pays, dans l'est du pays, et à un moment donné, au début, les troupes algériennes avaient pris le dessus sur les troupes françaises parce que la France traversait déjà une période difficile elle-même en France. Et malheureusement, il y a eu des tentatives de négociation avec El Moukhalani et les troupes françaises. Mais en même temps, Cheikh Haddad a appelé à la guerre sainte. Et donc les négociations se sont arrêtées. Et c'est comme ça que la guerre a continué. Cheikh Haddad va finir par être arrêté. Il va mourir à la prison de Constantine. Et Moukhalani va mourir durant la guerre. Voilà. Ça
Ça, c'est toute une histoire, mais Ali, il ne peut pas tout dire dans un roman. Non, 380 pages, quand même. Oui, mais c'est un roman, Ali. Mais juste un dernier point. Merci de nous avoir donné l'occasion de parler de ce titre. Je vous rends hommage. Aussi, il y a une spécificité sétifienne. Donc, le nombre de décès, de morts, de chauffeurs de taxi à Sétif dépasse toutes les autres wilayas. Qu'est-ce qu'ils disent comme méthode? Qui dit leur maza, ne fout ou l'enmout. Quand je mets le clignotant, je passe ou je meurs. Et d'ailleurs, vous allez voir sur la station de taxi des noms des chauffeurs, c'est des dizaines de chauffeurs décédés. J'espère que vous allez confirmer. Je l'ai dans le livre. Hein, d'ailleurs, le mot sétif, il l'inverse. Ils le rendent vitesse, c'est-à-dire vitesse, c'est des synonymes de vitesse. Ils n'ont pas hein, c'est pour ça que je ne peux pas tout dire, parce que cette histoire, pourquoi j'ai cité un petit peu l'histoire? J'ai voulu introduire l'histoire réelle de ce qui s'est passé à Sétif. Parce que le père de Jimmy, c'est lui qui c'est lui qui raconte cette histoire. Il est passionné parce qu'il est à l'hôpital. Hein. Il est à l'hôpital, sur le lit de la mort, et puis il a cette qualité oratrice, c'est-à-dire narratrice, et il évoque des choses de l'histoire et tout le monde y écoute. Moi, mon histoire, c'était pas de raconter l'histoire, c'était de voir comment cet enfant, qui s'appelle Jimmy, qui a été arraché à l'âge de 5 ans de sa vie. C'est pour ça que je n'ai pas voulu te répondre tout à l'heure pour Glasgow, qui a été arraché à l'âge de 5 ans de Sétif et de son environnement familial et son environnement sétifois. Il a été mis dans un hélicoptère et envoyé à Glasgow. Et il a été mis entre les mains de Miss Lindsay, qui était, c'était quelqu'un qui était très dur. Et Miss Lindsay, c'est un autre clan, qui est les MacLeod. Donc c'est pour ça que je ne parlais pas de l'histoire, parce que moi ce que je voulais dire, c'est-à-dire comment cet enfant qui est devenu amnésique, et comment il a supporté cette histoire que son père, Bell, lui racontait, et puis il était perdu, alors que lui, il est en quête de son identité, de ce qu'il est. Même après, enfin, je ne vais pas dire tout, mais il se rend compte qu'il avait une mère. Et il se rend compte, et ainsi de suite. C'est ça l'histoire. L'histoire, c'est pas le récit historique, c'est-à-dire de la guerre d'Algérie. Je l'ai cité au début et après, donc... D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un patchwork. Vous allez voir, hein, vous allez... Mais vraiment, c'est un film. Hein. Alors, Bouguermouh, paix à son âme, qui a réalisé La colline oubliée de Mamri, a réalisé un film sur une équipe de football. Alors, à ton avis, tout faire. On ne peut pas parler de Sétif sans parler de l'USS, quand même. Ah oui. Il n'y a pas que l'USS, hein, il y a l'USFMS, hein, qui est un club malheureusement qui est tombé dans l'oubli. C'est pour ça que je vous ai parlé de Petit Costa. Bien sûr, ce sont des gens qui étaient dans l'USFMS avant, c'est-à-dire l'Union sportive des musulmans français. Dans le temps, l'USFMS, je ne me rappelle plus qui est devenu l'ISMS. L'ISMS, il faut le dire, c'est une... ça a été... Le président, c'était Fahad Abbas. Et Béchir Brahimi, qui est l'autre, c'est-à-dire le représentant des ulamas musulmans. Donc pour vous dire que les politiques étaient intéressés au football. Pourquoi? Parce que le football était un élément aussi pour, si vous voulez, faire la guerre. D'ailleurs, ce qui s'est produit en 58, je crois, ou je ne me rappelle plus, donc vous parlez de l'Aribi, il y a Kilmani, l'Aribi, il y avait, je ne me rappelle plus des noms, mais ce sont un groupe de footballeurs qui ont quitté, qui ont délaissé leur, comment? Makhloufi, voilà, Makhloufi. Saint-Étienne, c'était les meilleurs joueurs de leur équipe. Ils allaient faire partie de l'équipe nationale française. Ils ont quitté leur club, ils ont quitté leur situation familiale, hein, ils étaient mais vraiment, vous savez, ils avaient l'argent et tout, ils ont tout quitté, et ils ont fait ce qu'on appelle, ils ont participé à la première rencontre de l'équipe nationale algérienne. Hein. Et ils sont de Sétif, 3 sont sétifiens, donc Makhloufi, L'Aribi et Kermani. J'ai eu l'occasion d'interviewer Kermani, qui m'en a parlé, c'était
Et Makhloufi, il est toujours vivant, donc L'Alibi, il est décédé. Et ce sont des grands noms. Ce ne sont pas que des footballeurs. C'est un grand joueur. D'abord, c'est un révolutionnaire. Voilà. C'est un grand joueur et un grand entraîneur. Absolument. Ouais. Et juste aussi pour dire que l'une des chansons historiques, Hayou Chamal, d'ailleurs, Hayou Chamal, c'est l'une des chansons les plus connues chez les Algériens. C'est la première fois que dans un chant révolutionnaire, on parlait de Chamal et pas le Maghreb. حيوا الشمال يا شباب le nord africain. حيوا الشباب لفريقكم ولحزب الوطن يا شباب. Voilà. C'est pour vous. Merci. Vous voulez intervenir, non? Oui, mais vous avez répondu à partie. Ah non, c'est bon, non, c'est bon. Ça y est. Merci. Peut-être Dominique, tu veux dire un nom? Dominique Martre, qui était déjà venu au Café littéraire. Vous restez à côté de Sétif. Oui, chez Dallas, c'est pas très loin de Sétif. Non, moi, surtout, je trouve très drôle de vous écouter tous les deux parce que vous avez l'air de rire tellement qu'en fait, on se dit qu'effectivement, il va y avoir beaucoup d'humour dans votre livre. Donc, moi, j'avais une curiosité par rapport à votre deuxième roman. Ça va être parce que vous parlez beaucoup d'éclectisme, de choses très patchwork, etc. Il y a comme un fil conducteur, visiblement. Il y a un personnage dans votre histoire. Et est-ce que le deuxième roman, ce sera la suite? Ou bien ce sera complètement autre chose? Je ne vais pas vous dire que ça sera la surprise, non, pas du tout. Je suis en train de travailler sur 3 périodes sétifiennes. Je suis toujours sur Sétif. Donc, pour vous dire, là, je règle un petit peu mon compte avec l'histoire sétifienne d'abord. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sur TikTok sont en train de diffuser de la fausse histoire, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on a peu d'informations sur l'histoire qui s'est déroulée à Sétif. À commencer par celle de Jugurtha. Qu'est-ce qu'on sait de l'histoire de Jugurtha? Qu'est-ce qu'on connaît des enfants de Jugurtha? Eh bien, moi, je travaille sur déjà la descendante de Jugurtha. Donc, voilà, c'est un roman, hein, donc vous n'allez pas me... Je travaille sur cette période, pourquoi? Parce qu'elle est très passionnée et passionnée. Je me suis tapé 35 livres pendant cet été, rien que pour comprendre le fonctionnement des Romains. C'est-à-dire la culture romaine, que ce soit... Moi, je suis architecte urbaniste, donc je suis très passionné par la construction des villes et puis... alors les ruines romaines, là. Voilà, donc vous m'avez posé la question des ruines, ben on ne sait rien. On n'a aucune connaissance. Les Sétifiens aujourd'hui, ils pensent que Sétif était la création de Nerva, l'empereur Nerva. Nerva n'a fait que envoyer une... D'ailleurs, on appelle une colonie romaine, une colonie... comment on appelle ça? J'ai oublié. Donc Sétif était considéré comme une colonie romaine. Une colonie romaine, pourquoi? Parce qu'on a installé des camps et pour protéger un petit peu pour protéger les Romains d'abord et pour protéger les... Ça s'est déroulé au 100e siècle après Jésus-Christ. Alors que Jugurtha, c'est 100 ans avant Jésus-Christ. Je me suis rendu compte que celui qui a raconté Jugurtha, c'est Salluste. Personne n'a remis en question Salluste. Salluste, où est-ce qu'il a pris ces informations? Il les a pris des gens, entre Jugurtha et Salluste, il y a 70 ans. 70 ans d'écart. Donc cette histoire, elle peut être racontée autrement. Vous comprenez? Donc, et Salluste, le deuxième défaut que j'ai retrouvé chez Salluste, c'est qu'il a pris des choses d'Imsal II. Un des Numidiens, un des rois numidiens, Imsal II, qui connaît Imsal II? Le descendant de Massinissa. Mais Imsal II, c'est pratiquement le descendant de Gaudin, qui est le frère de Jugurtha. C'est-à-dire, Imsal et puis ceux qui ont été tués par Jugurtha lui-même. Donc vous voyez toute cette histoire, toute cette descendance, je suis en train de voir, d'écrire un roman là-dessus. Hein. Je suis très passionné par l'époque romaine. Et puis j'ai reconstitué comme étant... j'ai commencé par... je me suis rendu compte qu'à Sétif, il y avait un cirque romain.
qui faisait l'équivalent en calculant, j'ai retrouvé qu'il avait une capacité de 30 000 places. 30 000 places, c'est un stade aujourd'hui en Algérie. Donc 30 000 places, à quoi servait ce cirque? Pourquoi on a construit ce cirque? Donc il y a tout des éléments. J'ai reconstitué complètement la ville de Sétif. Architecturalement, je me suis rendu compte aussi qu'on a une tradition romaine. Vous savez, à Sétif, je ne sais pas si vous le disiez ou non, on dit Din Zah. Zahi. C'est quoi? Hein? C'est quoi Din Zah? Din Zah, c'est la religion de Zah. J'ai cherché un peu partout. Eh bien, Zah, c'est Zuhal. Zuhal. Zuhal, c'est Saturne. Et en faisant le lien avec la religion de Saturne, en faisant le lien avec la période romaine, je me suis dit, on a une tradition dans notre subconscient et resté des traces encore romaines jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, ce qui fait que cette religion de Saturne, parce que j'ai cherché un peu partout et je me suis rendu compte que les Romains, ils avaient des dieux, donc ils croyaient en plusieurs dieux, entre autres Mars, ceux de l'Europe, mais ceux de l'Afrique, ils sont très liés à Saturne. Et ça, mais vraiment, vous prenez pratiquement tout le... Vous savez, les Romains, quand ils ont bâti leur ville, donc ils avaient, il faut aussi rendre hommage à celui qui était le remplaçant de Nerva, je ne me rappelle plus de son nom, chaque fois je l'oublie, c'est lui qui a bâti pratiquement toutes les villes pour écarter les rebelles. C'est pour ça que je suis contre la nomination. Quand on dit berbère, pour moi c'est péjoratif. Pourquoi? Parce que ça lie un petit peu à cette période romaine qui sont les barbares. D'ailleurs, barbare a été relié par les Arabes, ils disent barbare, les Français sont venus, ils ont repris des Arabes, donc ils disent aujourd'hui berbère. Voilà. Donc c'est un peu... pendant cette période, il y avait les Libyques, il y avait les Gétules, il y avait les Garamantes. Les Gétules et les Garamantes ont été repoussés vers le sud, et puis les Libyens ont été rejetés vers la Libye d'aujourd'hui. Hein. Donc la langue qui était parlée, c'était le libyque. Vous voyez, donc il y a toute une recherche que j'ai faite pendant pratiquement toute cette période que je suis en train, je vais j'ai fait toute une recherche et je sais, parce qu'on ne peut pas écrire un livre sur l'histoire sans connaître la vraie histoire. Et à partir de là, donc je suis en train d'écrire un livre qui est la descendante de... J'ai écrit, ça y est, hein, il est pratiquement ce livre, il est à la moitié. Hein, donc il y a cette période, pour répondre à madame, il y a cette période romaine, il y a une deuxième période qu'on ne connaît pas en Algérie, qui touche aussi Sétif, c'est l'invasion arabe. On dit qu'il y a une conquête. Il faut faire une différence hein, entre la conquête, c'est-à-dire les arrivées des musulmans, et puis l'invasion arabe, c'est lié aux Benu Hillel. Les Benu Hillel, quand ils sont arrivés en Algérie, ils ont été envoyés exprès par l'émir, ou je ne me rappelle plus, le calife des Fatimides, Moïse Ledin. Moïse Ledin, donc en cherchant aussi dans l'histoire, je me suis rendu compte que ce sont les Benu Hillel, déjà, c'est une tribu qui pratique la razia et la terre brûlée. Donc, ils sont venus de l'Hijaz. Pourquoi? Donc, en cherchant dans l'histoire, donc je me suis rendu compte qu'il y avait une famille et qui les a poussés à devenir ainsi. Il faut connaître un peu les causes de... Et puis, ils sont allés jusqu'à l'Égypte, ils ont commencé à grignoter l'Égypte, et à massacrer, mais vraiment des villages. Et Moïse Ledin, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, en écoutant le conseiller de son vizir, il lui a dit, écoute, pourquoi tu te débarrasses pas d'eux, tu les envoies. L'Ifriqiya, dans le temps, on l'appelle pas le Maghreb, ou on l'appelle l'Ifriqiya, l'Afrique. Même les Romains, hein, ils l'appellent
l'Afrique, hein, c'est pas... Donc on envoie les Fédérations, c'est-à-dire le nord, actuellement le Maghreb et tout ça, tu les envoies là-bas, tu te débarrasses de tes ennemis qui sont dans le temps les Érites, il y avait aussi les Hamadides, il y avait pas mal de... Et puis, donc, et en même temps, on les envoie là-bas, on se débarrasse donc une fois pour toutes, et on leur donne les terres, et c'est pour ça qu'ils les ont envoyés. Ça, c'est la deuxième période que j'évoque dans mon livre. Et j'évoque la bataille de Sétif, qui est une bataille qui est méconnue. La bataille de Sétif, ça s'est produit, elle s'est produite à Sétif, entre les Bénouriais, qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, les Sétifiens ont un tort. C'est pour ça que je suis un peu... je vais bousculer un petit peu l'histoire sétifienne, parce qu'on dit, nous sommes des Hamers. On est des Hamers. Et je me suis rendu compte que Hamers, ça n'existe pas dans l'histoire, mais vraiment telle qu'elle est racontée par Ibn Khaldoun. Les Hamers n'existaient pas. Donc, il y a les Bénouriais. Les Bénouriais, donc j'évoque cette bataille. Et en même temps, donc, j'avance. Et juste pour dire que les Bénouriens ont été déplacés par Abd el-Moumen, les Almohades, donc la guerre qui s'est déroulée, les Almohades, ils ont été déplacés jusqu'au Maroc. Ce qui fait qu'il y a des Sétifiens au Maroc. Donc on peut revendiquer le Maroc aussi. Juste 2 secondes, attends, je continue ça. Il y a un troisième élément, ou quatrième élément, d'où vient ce radicalisme musulman qu'on a en Algérie. Eh bien, il vient de cette période. Celle des Almohades. Eh oui, Ibn Tumurt. Quand on lit sur Ibn Tumurt, on se rend compte que c'était un radical. Tel que c'est. C'est pour ça que quand les Wahhabis sont arrivés, donc ils ont trouvé le terrain déjà propice au développement de leur camp. Comment? C'était le début de la décadence des... Ibn Tumurt, aujourd'hui, on est façonné par l'idéologie d'Ibn Tumurt. Ibn Tumurt, c'est un radical. Mais quand on lit ce qu'il a fait, il était au Maroc, d'ailleurs, il a été éjecté. Dans le temps, il y avait les Almoravides. Les Almoravides, ils l'ont jeté pratiquement pour se venger. Donc il a créé ce qu'on appelle Mouahidine. Mouahidine, c'était ça, attention. Hein. Il était flagellé, il a tué toute l'équivalent de, je crois, 2500, 3600 personnes, je ne me rappelle plus du nombre, des villages qui avaient l'islam un peu douteux. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il vient chez nous, on sera tous massacrés par Ibn Tumurt, il nous écrase. Enfin, je dis ça, c'est malheureux. Mais ils sont venus, ils ont installé, d'ailleurs, ils se proclamaient le Midi, attendu, le Mehdi Montadar. Ibn Tumurt, c'est un peu dommage, donc il n'a pas poursuivi son périple. C'est Abd el-Moumen qui l'a remplacé et qui a maintenant qui a mis en place cette... Et puis il y a une troisième période, juste pour ce livre, hein. Donc c'est un patchwork aussi. Hein. Donc, et puis il y a ce qu'on appelle Ain Fouara. Donc, moi, je parle de Ain Fouara parce que je parle aussi des enfumades de Saint-Arnaud. Si vous avez lu Maspero, vous allez comprendre que ce bonhomme-là, c'est la pire des races qu'il y a. Donc, même du jour, il a écrasé, ici apparaît, hein, il a complètement évincé. Et en plus de ça, Saint-Arnaud, dans ses écrits, il disait que, voilà, c'est-à-dire, il avait une certaine conscience, il se disait, moi je l'ai fait pour ma patrie. C'est-à-dire qu'il se justifiait dans ses écrits, dans ses... Voilà, tout... Eh bien, merci pour ce survol historique très lointain. Je te dirais que la période des Almohades est quand même très longue. Hein. Elle a duré 122 ans. Elle s'est passée il y a 10 siècles quand même. Hein. Les Almohades, c'est vrai, étaient rigoristes, mais ils ont unifié et l'Afrique du Nord et l'Espagne. Ils ont régné pendant 122 ans. En revanche, pour les Hilaliens, donc c'est les Fatimides qui les ont envoyés pour punir les Irides d'être revenus au rite sunnite, parce que les Fatimides étaient chiites. Alors les Fatimides, pour ceux qui ne le connaissent pas,
c'est un royaume fait à 90% par les Kabyles, les Koutama. Donc c'est les Koutama, ils vont commencer... Ah oui, à côté de Sétif, Béjaïa, c'est toute la région est Koutama. Et donc ils vont prendre le territoire tunisien, ils vont aller en Égypte, et c'est eux qui vont créer le Caire et qui vont créer Al-Azhar. Voilà. En revanche, pour l'appellation libyque, celle-là aussi est à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a mieux, il y a Amazigh. Hier, j'ai vu une publication, puisque tu parles de Glasgow, écossaise, écoutez bien. Eh bien, c'est une publication de l'université écossaise de 1818 et qui parlait des Amazirs et qui désignait les habitants d'Afrique du Nord comme Amazirs. Donc, nous avons beaucoup de recherches à faire. La semaine prochaine, je recevrai mon ami Saïd Zahraoui qui est en face de moi pour son livre sur Tariq. Ça sera une plongée romancée dans la vie donc, de Tariq, dans aujourd'hui, tout un petit pays. Gibraltar, c'est un petit pays quand même, porte le nom. Donc, merci d'être passé au Café littéraire de l'Impondérable. Je te laisse le soin de dédicacer ton livre et merci à tout le monde. Merci beaucoup.